Nous allons voir le chapitre 20, dualité onde-particule. Donc quand on parle de la dualité onde-particule, il est question en fait de la lumière, et de la question de savoir si la lumière est une onde ou si c'est une particule. Alors si c'est une onde, eh bien ça va être une vibration qui va se propager de proche en proche. Par exemple, voilà une vibration qui se propage comme ceci. Et si c'est une particule, la lumière sera plutôt une sorte de un corpuscule, une particule, voilà, qui va se déplacer comme ceci. Donc les scientifiques se sont longtemps posé la question de savoir si la lumière était une onde ou une particule, et ils étaient confrontés à des expériences qui montraient qu'on avait plutôt un aspect corpusculaire ou plutôt ondulatoire. Et donc on va voir quelques caractéristiques de la lumière dans ce tableau, et on va essayer de dire si pour chacune de ces caractéristiques, cette caractéristique correspond à une onde ou à un corpuscule. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et puis essayer de compléter les cases vides du tableau, hein, ici, là et là. Et on voit la correction dans quelques instants. Alors voilà, j'espère que vous avez fait le travail demandé. Donc premièrement, le phénomène d'interférence, c'est-à-dire que les amplitudes des ondes s'additionnent. Alors je viens de le dire, en fait effectivement ça correspond à une caractéristique d'une onde, puisque pour pouvoir avoir interférence, il faut additionner en fait les amplitudes des deux ondes pour créer soit des interférences constructives, soit des interférences destructives, selon que les deux ondes soient en phase ou ne sont pas en phase. Deuxième ligne, le fait que la lumière se diffracte. Alors on pourrait imaginer l'expérience qui consisterait à lancer plein de corpuscules à travers un petit trou, par exemple des balles de tennis à travers une fenêtre. Et bien en fait, il se trouve que la majorité des balles de tennis se trouveraient vraiment dans l'axe de la fenêtre. Il y en a quelques-unes qui taperaient un peu sur les rebonds, mais qui en tout cas pourraient pas former des franges comme on le voit sur les bords des figures de diffraction. Et alors que dans le cas d'une onde, effectivement, une onde qui passe par un orifice de la dimension voisine de sa longueur d'onde va pouvoir se diffracter. Donc là encore, on a plutôt affaire à un caractère ondulatoire. Dernière ligne, le fait que la lumière véhicule une quantité d'énergie minimale fixe qui correspond à ce qu'on appelle des quantas d'énergie. Alors, ça, on l'a vu dans le chapitre précédent, hein, le fait que la lumière était capable de se déplacer que par petits paquets qui étaient reliés à son énergie par la relation E est égale à h nu. Donc l'énergie était reliée à la fréquence nu par la relation E égale h nu. Et ça, en fait, ça ne peut pas correspondre à une onde. Parce que une onde, si vous voulez baisser son énergie, en fait, il suffit de baisser son amplitude, comme ceci. D'accord? Là, si je pars de cette amplitude-là à cette amplitude-là, il suffit que je baisse l'amplitude de l'onde et je peux donner en fait à cette onde toutes les valeurs d'énergie possibles et imaginables. Or, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on observe, puisque en fait la lumière est capable de véhiculer que des quantités d'énergie minimales fixes, et il y a quelques expériences, comme l'effet photoélectrique, qui montrent ce phénomène-là. Donc le fait que la lumière véhicule que des quantités d'énergie minimales fixes correspond plutôt à un aspect corpusculaire. Donc la dernière colonne, en fait, ça correspond à un corpuscule. Je ne vais pas l'écrire en entier, mais voilà. Donc on voit ici que la lumière possède des aspects corpusculaires et des aspects ondulatoires, et c'est pour ça qu'on va parler de dualité onde-particule pour la lumière, c'est-à-dire qu'elle aura les deux propriétés. Donc c'est quelque chose qui peut sembler évidemment étrange d'avoir à la fois les aspects corpusculaires et ondulatoires, et on ne peut absolument pas, à mon avis, se le représenter à notre échelle, puisque par exemple une balle de tennis a un aspect uniquement corpusculaire, alors qu'une onde à la surface de l'eau a un aspect purement ondulatoire, mais on ne connaît pas d'objet à notre échelle qui possède ces deux propriétés simultanément. Alors vous allez voir qu'on va aller encore un petit peu plus loin, parce que la dualité onde-corpuscule était appliquée au photon, qui est une particule de masse nulle, donc on peut comprendre qu'elle a des particularités, mais les scientifiques au début du siècle précédent l'ont généralisée à toute particule. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que n'importe quelle particule, comme un électron par exemple,
eh bien, va posséder des aspects corpusculaires et aussi des aspects ondulatoires. Et donc pour montrer ça, enfin pour témoigner de cela, en 1924, Louis de Broglie, ça s'écrit de Broglie mais en fait ça se prononce de Broglie, propose d'associer à chaque particule une longueur d'onde. Donc on le voit dans cette relation. Lambda est égal à h sur p, où p est la quantité de mouvement. Et on rappelle que ici, d'accord, la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse. Et il ne faut pas du tout le confondre avec le poids. Alors, on comprend bien cette relation. De ce côté-là, on a une longueur d'onde, qui est quelque chose de purement ondulatoire, qui correspond à la distance entre deux sommets de vagues pour une onde à la surface de l'eau, par exemple. Et là, par contre, on a la quantité de mouvement. Et la quantité de mouvement, c'est quelque chose qui est complètement associé à une particule matérielle, corpusculaire, d'accord, puisqu'on va prendre sa masse ici et on va la multiplier par sa vitesse. Donc quand De Broglie a proposé cette formule, c'était quelque chose de complètement novateur à l'époque, et quand on lui a demandé comment est-ce qu'on pourrait montrer le phénomène corpuscule, cette dualité onde-corpuscule, il a répondu, on pourrait diffracter des électrons. Alors des électrons, je rappelle que ce sont des particules, hein, et il se trouve qu'en les envoyant sur des cristaux dont la dimension serait voisine de la longueur d'onde des électrons, qu'il faudrait calculer, on va le faire par la suite, hein, et bien ces électrons, au lieu d'aller tout droit ou rebondir, eh bien, ils se diffractent sur les cristaux, c'est-à-dire qu'ils vont, après avoir passé un orifice, ils vont partir dans toutes les directions. Et donc on a pu montrer de cette manière-là que, y compris les particules matérielles qui avaient une masse, donc, pour peu qu'elles soient très petites, hein, avaient également un aspect ondulatoire, étaient capables de se diffracter. Donc on va traiter un premier exemple pour voir un petit peu l'idée, et on va se demander quelle vitesse doit posséder un électron pour que sa longueur d'onde soit égale à 10-10 mètres et lui permette de se diffracter sur un cristal de même dimension. Donc l'idée est la suivante, hein, on a un cristal qui a un empilement périodique d'atomes, donc là je représente des atomes, hein, avec une certaine périodicité, puis on suppose que l'écart entre chacun des atomes c'est 10 puissance moins 10 mètres. Donc même si c'est pas très régulier, c'est pas très important. Et il y a un électron, enfin on suppose qu'on produit un jet d'électrons, là voilà un électron qui arrive avec une certaine vitesse dans cette direction-là. Et puis d'après ce qu'on vient de voir, d'après la dualité onde particules, cette vitesse ici là va donc lui donner une certaine quantité de mouvement. D'accord, sa quantité de mouvement dépend de sa vitesse. Et de sa quantité de mouvement ici dépend en fait la longueur d'onde de l'onde qui va être associée à cet électron. Donc ça veut dire que si on connaît la longueur d'onde qu'on veut lui donner, on va pouvoir calculer la quantité de mouvement et calculer la vitesse. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause et puis faire ce calcul, je pense que c'est vraiment important d'essayer de le faire. Donc moi j'ai réalisé le calcul, hein. J'ai pris la formule de la quantité de mouvement, je l'ai retournée, donc j'ai écrit donc que V était égal à P sur M, qui est cette formule-là que j'ai retournée tout simplement. Hein. D'accord. Et puis j'ai ensuite attrapé le P dans cette formule-là, j'ai dit que P est égal à H sur lambda, et je l'ai remplacé dans cette formule-là, et j'ai obtenu le fait que V était égal à H sur M lambda. Donc là, il ne reste plus qu'à faire le calcul. Hein. H, c'est la constante de Planck, c'est 6,62 10 puissance moins 34. Lambda, on sait que c'est 10 puissance moins 10 mètres. Et il nous manque la masse d'un électron. Je vous laisserai la trouver dans le livre. Hein, c'est 9 fois 10 puissance moins 31 mètres. Et donc, quand vous faites le calcul, enfin, les données parmi les données du livre, hein, c'est évidemment pas quelque chose qui est à connaître par cœur. Et lorsque vous faites le calcul, eh bien, vous trouvez qu'il faut une vitesse de 10 puissance 7 mètres par seconde. Donc ça veut dire que si on accélère des électrons jusqu'à cette vitesse-là, eh bien en arrivant sur le cristal, ils vont pouvoir se diffracter et donc avoir le comportement d'une diffraction. Donc si c'était des ondes, hein, ils partiraient dans toutes ces directions-là. Alors évidemment, comme c'est des électrons, on va voir tout à l'heure comment ça se passe pour qu'on puisse représenter toutes ces directions-là.